Hello, everyone. Thank you for joining what is currently our final session Bonjour in tout our le monde, nous sommes ici pour notre séance finale care series. de notre Today, we système are going to be talking about de monitoring the soins avec l'oxygène. Nous allons parler aujourd'hui du contrôle du système d'oxygène et pouvoir faire un suivi des level. euh, We have a fantastic appareils d'oxygène dans vos today. We have hôpitaux. Victoria Smith, Nous avons monitoring Victoria Smith oxygen qui manager va at Assist modérer, International, qui travaille à James Assist Staukel, International, Vice President James and Director of Stankel, Program directeur de Operations, programme Senior d'opération, Expert at Assist expert International, d'oxygène à Assist Dr. Anna International, Crawford, la docteure Anna anesthesiologist Crawford, at anesthésiologue Medicine dans les Stanford soins Global critiques, Anesthesia, Stanford, and anesthésie Benjamin globale, Joshua, Senior et Manager, Benjamin Medical Joshua, Programs, Biomedical gérant Engineering at manager, senior Assist manager, International. programme médical d'Assist International et ingénieur biomédical. Next slide. Before we begin, I would just Avant like de to commencer, remind je you voudrais vous rappeler encore certains des protocoles de ECHO. Projet ECHO est basé sur une fondation de l'amour et de respect. Répondez gentiment plutôt que de réagir violemment si vous êtes en désaccord. Tout le monde doit maintenir ECHO en un endroit sûr. Testez votre équipement avant. Positionnez votre caméra si vous êtes seul ou pour capturer le groupe dans son ensemble. Nous utiliserons la fonction chat pour les questions et réponses. Vous verrez ceci en bas de votre page. Envoyez vos questions via le chat box. Présentez-vous aussi. L'interprétation est disponible en 2 langues. Pour le français, vous verrez un bouton d'interprétation à droite en bas de votre écran. Pour français, choisissez français. Et pour le Swahili, choisissez l'option espagnol, Spanish. Si vous avez des problèmes, envoyez-nous un message via le chat box et nous voudrions simplement vous rappeler qu'il y a un protocole de contrôle d'infection et essayer d'éviter d'être à plusieurs si vous êtes dans une salle et garder le principe de la distance physique. Je passe la parole à ma confrère Victoria Smith. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici pour parler du contrôle du système d'oxygène. Je voudrais commencer, la grande idée à aborder aujourd'hui, c'est de savoir combien d'oxygène et combien d'accessoires d'oxygène vous avez en faisant le suivi de certains points clés va pouvoir vous permettre de sauver des vies et de mieux soigner les personnes. Ça fait longtemps qu'on travaille avec de l'oxygène à Assist International. Si vous avez suivi d'autres appels sur la thérapie d'oxygène, vous le connaissez. Mais Assist International est depuis une dizaine d'années sur la brèche avec des systèmes de concentration d'oxygène pour également améliorer l'utilisation et la gestion de l'oxygène. On a également entraîné et formé des centaines de techniciens biomédicaux en oxygène. Il y a beaucoup d'expérience également avec les autres panélistes qui sont ici présents aujourd'hui. On a passé beaucoup d'heures à vous écouter, vous, avec vos commentaires et vos impressions. Une des meilleures choses d'être dans le secteur de l'évaluation, c'est que je parle avec des personnes comme vous, dans vos hôpitaux, dans vos centres de santé, pour savoir, au bout de centaines d'heures de conversation, comment les systèmes de chirurgie, d'oxygène et également des soins internes fonctionnent, avec beaucoup d'heures également concentrées sur l'accès à la thérapie d'oxygène. Beaucoup de choses que nous avons appris sur ce sujet viennent de vous et grâce à vous, et aussi avec le défi dont vous nous parlez. Nous avons également travaillé au cours de ces 6 dernières années sur la manière de faire un suivi de nos programmes de système de santé. Nous avons travaillé avec des experts de Vanderbilt, de Harvard,
Nous avons créé un système de suivi d'oxygène dans 21 hôpitaux en Éthiopie, par exemple. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille avec sur ce sujet, car le système d'oxygène est véritablement complexe et faire un suivi est très important pour donner véritablement des soins de haute qualité. Pour un bref résumé de ce que nous souhaiterions aborder aujourd'hui, voilà, nous allons parler de la raison pour laquelle il faut faire un suivi sur le système. Nous allons également aborder la question de ce qui est nécessaire pour faire ceci. Mais le gros de notre temps va être concentré sur comment commencer avec des recommandations très pratiques pour pouvoir réfléchir sur l'augmentation du nombre de patients qui puissent être traités avec de la thérapie d'oxygène, spécialement avec la situation du COVID, mais aussi pour pouvoir évaluer ce que nous faisons maintenant. Et comme je disais, l'oxygène est véritablement complexe et aborder tous les détails de tous les systèmes d'oxygène en une heure est tout simplement impossible. Ce que nous avons fait pour ceux qui, spécialement, ont des systèmes de concentrateurs, pour se baser sur des concentrateurs d'oxygène ou ceux qui ont des systèmes de cylindres, nous avons des feuilles de travail pour pouvoir évaluer qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui est nécessaire et quelles sont les mesures nécessaires pour remplir les trous, boucher les trous. Beaucoup de principes vont être les mêmes pour ceux qui ont d'autres systèmes qui ne sont pas nécessairement ceux des cylindres. Certains principes se répéteront, mais cette séance va se concentrer sur les concentrateurs et les cylindres. Allons-y, mettons les pieds dans le plat et voyons pourquoi nous devons faire un suivi. Ceci semblera évident peut-être à certains d'entre nous, mais je pense que il est difficile de faire ceci et ça requiert du temps et des efforts. Et je voudrais véritablement insister sur le besoin d'aller en ligne et faire un téléchargement de ces feuilles de travail parce que c'est un concept qui est critique, essentiel et peut réellement amener des résultats très positifs dans votre système de santé. On veut faire un suivi parce qu'on ne souhaite pas nous retrouver sans dérégulateur, sans oxygène, sans masque lorsque le patient arrive. On doit le savoir avant. Et potentiellement, on peut sauver des vies en planifiant mieux. Et nous savons qu'il y a parfois des trous. On ne peut traiter la question sans savoir en quoi ça consiste. Et faire un suivi nous permet de comprendre où nous avons des lacunes. Et comment y remédier. Également, à cause de la situation sanitaire COVID-19, il est possible qu'il y ait donc une augmentation brusque d'arrivée de patients. Indépendamment de cela, il y a parfois des saisons de grippe ou de pneumonie dans certaines régions où nous travaillons. Par conséquent, savoir quand il y a un impact sur le système d'oxygène que nous avons à cause de pneumonie ou du COVID est une chose importante. Le suivi est pour des tas de personnes. Vous, par exemple, j'espère. Si vous êtes du personnel soignant, il y a du travail à faire pour faire un suivi, mais ça peut être facile avec l'information que vous avez pour faire un suivi de votre système, pour demander du matériel à votre leadership. Vous pouvez mieux soigner les patients en ayant planifié, en ayant prévu à l'avance. Si vous êtes leadership des hôpitaux, vous pouvez comprendre le nombre de patients que vous pouvez soigner. Ça vous permet d'être prêt lorsqu'il y a des augmentations d'arrivée de patients. Vous pouvez
décider où vous pouvez concentrer vos ressources et prendre des décisions sur la manière de se concentrer. Et vous pouvez également faire pression sur le leadership régional ou local pour pouvoir obtenir le matériel dont vous avez besoin. Et finalement, l'avantage, c'est tout pour les patients en dernière instance, parce que nous, ce que nous souhaitons faire, c'est donner accès à une meilleure thérapie d'oxygène. Nous voulons que les patients reçoivent une attention plus vite. Nous voulons faire en sorte que personne ne soit mis de côté. Et nous pouvons peut-être sauver des vies en prévoyant à l'avance et en bouchant les trous qui existent. Alors qu'il y a de véritables avantages, le système de suivi d'oxygène prend du temps et requiert des efforts. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer le volume d'oxygène disponible, il faut voir tout le système d'oxygène. Et nous allons voir ce que ça représente. L'investissement de temps va dépendre de la taille de votre hôpital et du type de système d'administration d'oxygène que vous avez. Ça prendra plus de temps pour faire un suivi dans un grand hôpital que dans des petits hôpitaux, clairement. Si vous avez des cylindres, le processus de suivi peut être plus complexe que si vous avez des concentrateurs ou d'autres méthodes euh, d'administration d'oxygène. Il y a comme barrière ou point de résistance le temps dont dispose le personnel dans les hôpitaux. Et si c'est le cas, il va peut-être falloir changer votre système dans l'hôpital. Il y a des inconvénients, il y a des points de résistance, mais nous pensons que c'est très, très utile de faire ceci parce que, en dernière instance, nous pouvons améliorer nos soins aux, aux patients. Revenons rapidement à la dernière diapositive. Tu parlais du besoin de changer le système dans les hôpitaux. Est-ce que les présentateurs, les panélistes ont des suggestions, Victoria ou Aguna également? Est-ce que vous avez des suggestions en termes d'exemples de solutions innovatives que vous avez pu euh, observer ou que vous avez utilisées? Commençons avec le panel. Oui, James Tunkel d'Assist International. Je crois que une des meilleures améliorations que j'ai eues dans les systèmes hospitaliers au niveau du flux d'oxygène, c'est l'introduction des systèmes avec des tubes où il n'y avait pas de tubes auparavant. Ça peut être intimidant parce que c'est considéré comme étant un investissement important, mais le système avec les tubes ne doivent pas être donnés pour tout un hôpital, mais peuvent être répartis et installés avec des systèmes de petits tubes pour les centres de chirurgie, par exemple, et particulièrement pour post-opératoire et soins intensifs et d'autres départements prioritaires, de manière à ce que il y ait une optimisation de l'utilisation de l'oxygène parce que le système des tubes le rend toujours possible à côté du lit sans devoir aller chercher des cylindres pour les amener, ce qui requiert beaucoup d'efforts. Et parfois, on ne trouve pas le technicien pour faire les connexions, amener le cylindre. On peut être vulnérable à ne plus avoir d'oxygène avant que les cylindres soient changés, alors que le système des tubes ne doivent pas nécessairement être connectés, mais ce qui s'appelle un ensemble de cylindres qui seraient différents cylindres qui seraient unis pour servir un groupe ou un département dans l'hôpital. Je pense que c'est un bon changement, un changement positif dans l'administration de l'oxygène dans l'hôpital. Oui, Belgique ici. Je voudrais souligner
Je suis parti pris parce que moi, je suis ingénieur en biomédecine, mais le système de gestion active est essentiel, critique, pour faire en sorte que l'oxygène, euh, y compris les concentrateurs d'oxygène, sont sûrs pour les patients. Et il semblerait que c'est un terme compliqué, mais on veut être certain qu'on a un inventaire à jour de tout ce que nous avons dans le centre et qu'on a un plan de maintenance qui est en place où les machines sont nettoyées, les appareils sont nettoyés et qu'il y a des tests qui sont menés. Si les hôpitaux peuvent se concentrer sur la gestion des actifs des soins de santé, je pense que on sera beaucoup plus près de la localisation des gestions des coûts. Et ceci dit, partagez vos expériences si vous le souhaitez. Si des hôpitaux ont des techniciens, des équipes techniques et ont besoin de faire un suivi des appareils, des matériels médicaux, nous pouvons avec plaisir partager des ressources. Et s'il y a des questions plus techniques, on pourra aider votre technicien pour donner ce type de service dans vos centres. Oui, Jim, je crois que ce qui est bien ici, c'est que vous allez gérer la sécurité pour les patients et l'utilisateur parce que les cylindres, les bouger, ça peut être difficile, ça peut également amener des problèmes. Voilà une chose. Et une autre chose, c'est quand c'est centralisé, c'est plus facile de faire un suivi. Et l'oxygène, on sait quel genre d'oxygène nous avons. Et ce sera beaucoup plus facile d'avoir accès à l'oxygène. Voilà. C'est comme ingénieur biomédical, c'est des choses que l'on retrouve avec fréquence dans les hôpitaux. Et Guna doit savoir sûrement, il a passé des heures à réparer les choses, c'est un expert, il a été dans tous les hôpitaux du monde à réparer les choses, à préparer les techniciens, à former les techniciens. Guna a de très belles expériences à partager avec nous sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Est-ce qu'on veut continuer pour parler de certaines de ces choses? Parce qu'il me semble qu'il y a des idées pour certains systèmes dans les diapositives suivantes. Alors, en commençant avec quelques commentaires initiaux, les conseils pratiques dont nos amis parlaient, on peut peut-être vous montrer certains exemples, mais il faut que l'on identifie les trois ressources principales qui limitent le nombre de patients que nous pouvons traiter. Et augmenter le niveau d'oxygène ne veut pas dire nécessairement que l'on va traiter davantage de patients parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ce calcul. Vous pouvez vérifier votre système pour être sûr que vous donnez vous administrez de l'oxygène efficacement. Vous pouvez identifier les personnes responsables pour le suivi de votre système. Vous pouvez décider qui doit connaître l'information et savoir de l'information que vous obtenez et faire un plan pour la suite. Donc, on a passé ce mois de mars à interviewer
10 hôpitaux différents sur le système d'oxygène qu'ils utilisent. Et ce que l'on trouve, c'est qu'il faut traiter l'oxygène comme un système. Il y a différentes composantes et alors que le volume d'oxygène que l'on utilise sera souvent le limitateur à l'heure de soigner les patients, mais il y a d'autres limitations, le transport, toutes ces choses. Et ce sera différent selon que vous aurez un système de cylindre ou un système de concentrateur. Si vous avez un système de cylindre, on va voir comment ça se passe et on passera en revue également les systèmes de concentrateur. Mais si vous utilisez les deux, et c'est le cas pour beaucoup d'hôpitaux, il y a une combinaison. Il faut que ces choses soient vues et évaluées ensemble pour déterminer l'oxygène disponible, combien est nécessaire et combien de patients pourront être traités. Allons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Monica, pour revenir à la question posée sur des systèmes innovateurs pour améliorer notre gestion d'oxygène, tout ceci peut limiter le nombre de patients que l'on peut soigner avec de l'oxygène et le nombre de patients qu'on peut soigner et également la sécurité et le bien-être de ces patients. Alors que nous avons parlé avec le personnel des cliniques et soignants, ils disent souvent, oui, on a besoin davantage d'oxygène pour soigner les patients. Et avec notre programme à Assist, nous avons pourvu donner davantage d'oxygène. Mais après, ils disent, écoutez, on ne peut toujours pas soigner les patients parce qu'on a besoin de plus de régulateurs. Et parfois, nous avons des valves, des cylindres qui ne sont pas compatibles ou nous n'avons pas transport. Et certaines de ces choses peuvent limiter les soins que l'on peut donner aux patients. Si on se dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de cylindres MD pour le stockage, eh bien, si on a 20 cylindres dans l'hôpital et on attend que ce soit complètement usé, on les met sur un camion et qu'il faut 2 jours pour remplir ces cylindres, il va y avoir des trous. Il va y avoir 2, 3 jours, une semaine d'attente où il n'y a pas d'oxygène dans vos centres. En ayant davantage de cylindres qui soient vides pour les envoyer avec 15 cylindres dans l'hôpital et 10 cylindres vides qui sont renvoyés chaque semaine pour remplissage, toutes les 2 semaines, chaque semaine, en faisant en préparant un système où on a des cylindres qui pourront toujours être remplis, on pourra toujours avoir de l'oxygène disponible pour les patients à l'hôpital et ce sera administré de manière plus sûre également. Les canules et les masques pour le visage peuvent également améliorer le traitement des patients et ça amène beaucoup plus de sûreté. Et il y a beaucoup de personnel soignant qui dit oh, on a des tas de masques pour les adultes, des canules pour les adultes, mais on n'a rien pour les nouveau-nés. Et on a donc des problèmes à l'heure de soigner nos nouveau-nés. En regardant le système dans son ensemble et poser les questions, qu'est-ce qui va limiter le nombre de personnes que nous pourrons soigner, va nous montrer s'il y a des segments de la population qui ne pourraient pas être soignés. Et Jim, est-ce que tu as d'autres exemples de choses où des choses comme celle-ci ont limité soit le nombre de personnes potentiellement à soigner ou la sûreté des patients? Oui, tout à fait. Une des choses que j'ai pu observer et que les hôpitaux ont fait, et ils sont devenus très créatifs dans leur utilisation, c'est les tubes qui remplacent les canules ou également les masques. Le manque d'accessoires d'oxygène peut être embêtant pour les personnels soignants qui véritablement fait de son mieux pour soigner les patients, mais n'ont pas le matériel disponible. Et je crois qu'il faut que l'on devienne notre propre défenseur des
de son travail, parce que j'ai vu des tas de personnels soignants, des infirmiers, des infirmières, des gens qui soignent les patients, et, et je vais le dire comme ceci, ils font ce qu'ils peuvent plutôt que faire en sorte que le leadership à l'hôpital connaisse les manquements dont ils doivent, avec lesquels ils doivent composer. Et j'ai parlé avec des tas de directeurs des hôpitaux, ils disent, ah oui, mais il n'y a pas de ressources ici. Et ils ne le savaient pas. On leur dit, vous avez un manque de matériel ou de ressources, et ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que le personnel soignant faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il les avait. Et ils étaient habitués à ne pas se prononcer parce que c'était tellement difficile d'amener des changements, des modifications. J'espère que grâce à nos présentations ici, nous pourrons en partie souligner l'importance du rôle de chacun et spécialement ceux qui traitent directement les patients pour qu'ils parlent de leurs conditions et de leurs besoins pour que le leadership dans les hôpitaux, les bureaux régionaux de santé, les ministères, les leaders de zone, qui qu'ils soient, qu'ils sachent quels sont les problèmes de matériel dont vous avez. Je vais vous donner un exemple. C'était un leader dans un hôpital. Je lui ai dit, est-ce que vous avez l'oxygène dont vous avez besoin? Il a dit, oui, oui, bien sûr. Et j'ai dit, bon, alors, est-ce que vous êtes parfois en manque d'oxygène pour la chirurgie? Il dit, oh non, 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 on ne fait pas de la chirurgie. On envoie les patients pour la chirurgie ailleurs. Partout, oui, 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 c'est dans tous les cas. Et il y a des tas d'heures pour amener un patient à un autre centre chirurgical. Et j'ai dit, et pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce qu'on n'a pas assez d'oxygène. Donc, il y avait un raisonnement circulaire où il disait, bon, on n'a pas besoin d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la chirurgie, mais on ne fait pas de la chirurgie parce qu'on n'a pas d'oxygène. Voilà. Alors, ce qu'il fallait faire exactement, c'était demander au système de les aider, d'avoir des cylindres de réserve qui pourraient être remplis et euh, prêts pour avoir de l'oxygène quand c'est nécessaire. Et comme utilisateur, je dirais, chers infirmiers et infirmières, vous avez le pouvoir de communiquer aux administrateurs des hôpitaux, aux leaders des hôpitaux, de leur dire ce dont vous avez besoin pour soigner les patients. Victoria, je te repasse la parole. Ouais, Jim, je suis d'accord. Il est tellement important de mentionner certaines choses et qu'il y ait une prise de conscience. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a une conversation qui est en train de se passer dans la salle de chat qui est très intéressante avec deux questions qui ont déjà été mises à jour au sujet de l'amélioration de la qualité et la documentation. Beaucoup d'administrateurs dans les hôpitaux ne pourront pas vous dire les quantités utilisées parce qu'il n'y a pas besoin de chercher la pression, vérifier la pression dans le cylindre, de déterminer le niveau d'oxygène dans un cylindre. On n'a pas la culture de maintenir à jour par écrit l'oxygène disponible. Souvent, ce n'est pas à 100%, mais souvent plutôt à 80%. Jim, je ne sais pas si tu pourrais parler de ces quelques points puisque ça a été amené à notre attention par les utilisateurs. Oui, Monica, bien sûr. J'ai suivi le chat, bien sûr. Et je suis d'accord sur le fait que c'est exactement ce dont on parlait il y a quelques instants. Le matériel nécessaire pour le personnel soignant est parfois en manque et difficile à trouver. Si, tout d'abord, je dirais que il est probablement vrai, même s'il n'y a pas beaucoup de régulateurs ou de mesures de flux dont on parlait lors de notre séance précédente, pour pouvoir donner de l'oxygène aux patients, il faut qu'il y ait une mesure de flux. Et cette mesure de flux aura un régulateur avec un contrôle. Et je dirais que
j'ai vu beaucoup de ces régulateurs qui sont cassés et ne marchent pas correctement. On en revient au personnel soignant qui utilise le matériel. Il faut être sûr que les choses ne sont pas jetées à la poubelle. On a vu trop de choses qui ont été utilisées de manière insatisfaisante et peut-être quelqu'un ne le fait pas intentionnellement, mais simplement est pressé et ne prend pas soin du matériel. Mais il va être important de savoir combien d'oxygène est là pour savoir avec quelle vitesse on utilise cet oxygène pour être préparé pour remplacer ce cylindre. Et je sais que même si certains sont cassés, je dirais que on va arriver à un endroit lors de cette présentation. Dans un petit moment, je pense que Victoria va présenter des formules pour le flux d'oxygène. Victoria, est-ce que tu veux en parler? Pas vraiment le calcul de cela parce que c'est une chose sur laquelle on a passé du temps. On a un instrument pour pouvoir mesurer cela parce que par expérience, on sait que c'est très difficile. Et si vous commencez, vous pouvez penser que la pression initiale est à 2200 PSI et vous utilisez la taille de votre cylindre pour calculer à peu près combien d'oxygène vous avez et utiliser le nombre de patients pour calculer combien d'oxygène est nécessaire. Donc, on a passé beaucoup de temps à développer un instrument et une manière de calculer ceci. Ça peut être difficile d'estimer ces chiffres. Nous le savons. On a donc passé du temps à essayer de pouvoir mesurer le nombre, le chiffre de l'oxygène. On peut convertir le nombre de patients en termes de cylindres et il y a des méthodes pour y arriver. C'est très bien et je vais te repasser la parole, mais avant cela, il faudra que on prépare de la documentation peut-être dans des chartes, mais je suggère que même au département, une charte particulière au cylindre d'oxygène. Si on commence avec le flux d'oxygène pour le patient à 5 litres par minute, on peut calculer combien de temps ce cylindre va durer avec 5 litres par minute et ça permettra de faire une projection sur le moment où il sera nécessaire de changer ce cylindre. Si le flux augmente, eh bien, le cylindre devra être changé plus vite et s'il y a une baisse de flux, le cylindre devra être changé plus tard. Mais je crois que documenter tout cela avec un système de gestion pour pouvoir faire un suivi sur le flux, ça va véritablement vous donner un instrument pour pouvoir le faire. Et les instruments que nous avons préparés qui sont téléchargeables de notre site web seront également de grande utilité. Oui, et je voudrais dire que Anna a partagé sur le chat d'excellentes ressources. Nous allons faire en sorte que tout le monde ait accès à tout ceci, même si c'est déjà disponible sur sa plateforme d'apprentissage. Mais on va faire un suivi avec un courriel après cette séance. Oui, je dirais que j'aimerais que Jim et Victoria regardent les deux systèmes de calcul que nous avons vus. Un est pour les cylindres et l'autre est en fait pour la demande et la disponibilité. Et on peut faire une estimation de l'utilisation des patients pour pouvoir comparer ceci avec les systèmes que vous utilisez. Oui, on a utilisé ceci. Un des détails du calculateur, par exemple, c'est que
Les mesures pour la méthodologie, ça prend un peu de formation. Je pense que pour que l'utilisateur puisse le faire, il faut du temps. On a eu des conversations sur la manière de préparer ceci. Par exemple, le calculateur parle pour des cylindres un peu plus petits, peut-être pour l'utilisation à la maison, envoyer des cylindres à la maison avec des patients, ce genre de choses. Mais le concept est très bon. Et ce que l'on fait, c'est que l'on prend les principes, par exemple, dans l'instrument de l'outil de calcul, pour élaborer sur cela, pour avoir un outil qui aura plus de taille et de chartes où on pourra élargir l'utilisation de ce concept. Je pense que c'est très compatible avec les deux qui finissent par s'unir. Oui, ce qu'on voit par exemple en Tanzanie, Kenya et Éthiopie est un peu différent. On a utilisé ces outils, mais la conversion en cylindre ou en taille de cylindre peut parfois être un peu difficile. Oui, non, c'est un très bon outil. Alors, nous avons beaucoup parlé des cylindres. J'aimerais que l'on parle des concentrateurs, mais à mesure que nous avançons ici dans la présentation, est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante? Voilà, très bien, merci. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être été avec nous la semaine passée quand on a parlé du maintien, de l'entretien des concentrateurs. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de la semaine passée, faites-le. Mais je voudrais préciser que si nous utilisons des concentrateurs, il y a une série de choses qui peuvent avoir un impact sur le nombre de patients qui sont soignés et la qualité de soins que nous administrons à ces patients. Il y a donc un besoin d'alimentation électrique stable et continue. Ça peut être sinon très difficile avec des générateurs supplémentaires. Mais si vous n'avez pas de générateur supplémentaire et un cylindre supplémentaire et un régulateur pour que si vous avez une perte d'électricité avec des patients qui ont besoin critique d'oxygène, vous puissiez toujours les soigner. Pensez à avoir un système qui permet de donner de l'oxygène à plusieurs patients sur base d'un seul concentrateur. Si vous n'avez pas un entretien régulier de vos appareils et votre concentrateur se casse, ça va limiter le nombre de patients que vous allez pouvoir soigner et la qualité des soins administrés. Si vous n'avez pas un entretien constant et régulier et si vous n'avez pas la pureté d'oxygène nécessaire, ça va avoir un gros impact sur le soin des patients. Et Duna, je sais que tu as vu beaucoup de choses avec ta formation et ton entraînement des techniciens biomédicaux dans le monde. J'aimerais beaucoup que tu nous dises certaines choses que tu as pu observer et comment ça peut avoir un impact sur le nombre de patients qui peuvent être soignés et dans de bonnes conditions. Oui, bien sûr, avec des thérapies d'oxygène réduite, ils ne changent pas les filtres à temps et au bout du compte, on a un flux d'oxygène trop réduit et quand on n'a pas assez d'oxygène, on va voir des niveaux de concentration d'oxygène réduits et avec l'alarme, on peut savoir que la machine ne marche pas correctement. Ça, c'est une chose, par exemple. Et à cause de l'alarme, il y a des gens qui essaient d'annuler l'alarme, de couper le signal d'alarme. Et je sais que l'alarme est ennuyeuse, ça gêne, ça embête. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent, ils coupent l'alarme. Et alors, on ouvre la machine et on trouve des niveaux d'oxygène à 60%.
et c'est utilisé sur plusieurs patients en même temps. C'est tout simplement pas bon. 60% d'oxygène sur les patients? Ouais, j'ai vu ça. Même 21% de flux d'oxygène. Et c'est pas véritablement ce qu'ils veulent faire, c'est pas intentionnel. Ils pensent que la machine fonctionne, ils ont coupé l'alarme et comme ça, ils sont pas ennuyés par le bruit de l'alarme et ils continuent à utiliser la machine. Donc, en fait, euh, ils ont coupé l'alarme et ils n'ont pas maintenu, ils n'ont pas fait de l'entretien. Ouais, et le patient reçoit quelque chose qu'il croit qu'il va être bon, mais il y a rien, c'est rien de bon. Oh, bon sang, ça peut véritablement avoir un impact sur les patients. Ouais, c'est ce genre de choses que j'ai vu. Mauvais entretien, compréhension des qualités de la machine qui ne sont pas utilisées correctement et donc on a de mauvais résultats. Bon, ben c'est très intéressant. La semaine passée, on a une vidéo qui passe en revue des choses très simples qui peuvent être faites, le nettoyage des filtres, euh, faire en sorte que ce ne soit pas collé contre un mur pour qu'il n'y ait pas une surchauffe. Des choses qui sont très simples pour faire en sorte que nous ayons de l'oxygène de qualité pour les patients. Et il faut véritablement soigner la machine, les filtres. Encore une fois, faire en sorte que les canules et les masques pour le visage puissent être placés correctement avec de l'oxygène dans de bonnes conditions. Si on pouvait passer à la diapo suivante. Alors, en résumé sur ce que nous venons de dire, on doit trouver les goulots de bouteille où on a un manque d'oxygène, comparer cela avec le volume d'oxygène nécessaire et ensuite comparer avec le volume d'oxygène qui serait nécessaire si nous avions une augmentation de patients. Et je vais vous renvoyer à ces outils. Il faut que l'on voit les différents systèmes d'approvisionnement. Si on n'a pas une source d'électricité, on ne peut pas soigner les patients. Si on n'a pas de système pour remplir les cylindres de transport, on ne peut pas soigner les patients. Si on n'a pas de l'entretien, on ne peut pas soigner les patients. Et si on n'a pas du personnel, le personnel peut être un facteur essentiel pour le nombre de patients que l'on puisse soigner. Un infirmier, une infirmière et un docteur sont limités. Si vous êtes administrateur dans un hôpital, utilisez les outils pour parler de ceci, comprenez combien nous avons, combien est nécessaire. C'est véritablement un bonus énorme pour nous. Si on pouvait passer à la diapo suivante, merci. Alors, vérifier les systèmes pour la sécurité et on a des questions sur la sécurité et vous voyez ici Guna ici en train de secouer la tête. Mais la sécurité dans le système d'oxygène, c'est plus que de la suroxygénation ou de la sous-oxygénation. Et ces choses sont extrêmement importantes dans l'équipe clinique. Et il y a des tas de choses à mentionner. Quelles sont les meilleures pratiques? Quels sont les flux, les taux de flux à utiliser et qu'est-ce qui peut se passer dans différentes situations? Mais la priorité numéro un, enfin, c'est pas la priorité numéro un, mais il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec la sécurité. Mais ce que Guna vient de dire, le niveau de pureté d'oxygène dans le concentrateur est tellement essentiel. Le transport sûr et en sécurité du gaz d'oxygène pressurisé. Ce cylindre est pressurisé. Si vous n'avez pas la couverture qui se met sur les valves et vous transportez ceci et que le cylindre bascule et que la valve est cassée, vous pouvez potentiellement avoir un cylindre pressurisé qui bouge sur la surface. Ça peut être inquiétant. L'utilisation d'accessoires d'oxygène n'est pas possible en une seule fois. Il n'est pas possible pour beaucoup d'hôpitaux d'utiliser un accessoire et de le jeter à la poubelle. Si vous allez réutiliser les choses, vous ne pouvez pas les réutiliser de manière indéfinie, mais faites un suivi pour savoir combien de fois vous les utilisez et stérilisez-les. Il y a
des recommandations de stérilisation sur la charte d'oxygène que Anna et l'équipe ont placé sur le site web. Regardez ces processus, je vous encourage à le faire. Faire en sorte que vous ayez des oxymètres de poupe disponibles, nettoyer les humidificateurs. Je l'ai déjà dit, mais j'ai déjà vu des humidificateurs qui sont verts, qui ont des tas de saleté dans beaucoup d'hôpitaux. Je sais que la plupart d'entre vous ne faites pas ça, mais s'il vous plaît, nettoyez vos humidificateurs. Il y avait une question la semaine passée sur la gravité d'avoir des humidificateurs qui soient sales comme ça. Anna, qu'est-ce que ça fait si on a des algues et de la moisissure dans les humidificateurs? Oui, c'est une question sur l'utilisation. Il y a une autre question qui vient constamment sur l'utilisation d'oxygène de niveau industriel. Si on a ou qu'on n'utilise pas de l'eau pour le système d'humidification, si on n'utilise pas de l'eau stérilisée de l'eau distillée pour nettoyer qui ont un niveau de médicinal, on nettoie toutes les impuretés et les agents infectieux et ça peut finir sinon dans les poumons des gens et en dernière instance endommager les poumons et le système respiratoire des patients. Il est donc très important que l'air et l'oxygène qui est respiré par un patient soient stériles et propres. Merci d'avoir souligné cela, je pense, c'est très important. Oui, alors, si on pouvait passer à la diapo suivante. Alors, après avoir identifié les 3 choses les plus importantes qui vont limiter l'utilisation pour les patients, on a vu ce qui se passait et on a vérifié le système de sécurité. On doit réfléchir à ceci comme étant quelque chose qu'on souhaite faire de manière continue. La personne qui fait un suivi et qui regarde la sécurité ne doit pas être nécessairement la même personne. Mais une personne concrète doit être consacrée à cette tâche. Sinon, il y a des choses qui ne seront pas faites correctement. Peut-être que c'est un email qui a été envoyé à 5 personnes différentes. Les personnes répondent parce que quelqu'un d'autre pense-t-il va le faire pour eux. À cause de ce genre de choses, ça se passe dans nos centres de travail. On doit savoir qui est responsable pour faire un suivi et il faut donner à la personne du temps pour faire ceci. Il faut faire une vérification du matériel toutes les semaines parce que le matériel finit par être utilisé. Diapo suivante. Ici, c'est ce que Jim tout à l'heure. On a besoin d'avoir l'information nécessaire. Est-ce que l'équipe des personnels soignants a besoin de savoir que le niveau d'oxygène n'est pas correct? Est-ce que l'équipe de personnel soignant doit savoir que les humidificateurs n'ont pas été stérilisés? Est-ce qu'ils doivent savoir où se trouvent les régulateurs? Est-ce qu'ils doivent savoir que la personne qu'ils devraient contacter pour réapprovisionnement est-ce qu'il faut que l'équipe de commande doit savoir qu'est-ce qui doit être commandé? Est-ce que le technicien doit savoir quels sont les concentrateurs qui ont été utilisés pour plus de 20 000 heures? Est-ce que le leadership doit savoir qu'est-ce qui limite l'attention aux patients? C'est très important et Jim a mentionné tout à l'heure que nous devons parler au leadership pour qu'il soit au courant des difficultés que nous avons, qu'il sache, car il n'y a peut-être pas de ressources, mais peut-être qu'il y en a, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Et je sais que ça peut être difficile de parler avec le leadership parce que ça peut être une chose difficile à gérer. Mais si vous prenez les informations que vous avez obtenues et que vous le montrez, ça peut les aider à prendre de meilleures décisions qui vont avoir un effet bénéfique sur vous et sur vos patients. Il est donc essentiel que lorsque vous
trouvez ces imperfections et ces manquements dans le système, vous les fassiez connaître. Et dernièrement, si on pouvait passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, il faut que l'on ait un plan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les manquements dans les ressources, ça fait partie du jeu. Mais il faut utiliser les informations pour pouvoir prendre des décisions sur la manière dont on peut résoudre ces problèmes. C'est ça l'objectif. On doit peut-être utiliser les personnes que l'on a utilisées tout à l'heure. Il faut que le leadership participe. Il faut que le personnel soignant ou l'équipe de techniciens participent. Mais si vous regardez l'information et vous ne l'analysez pas ou que vous ne l'utilisez pas pour ce que c'est nécessaire, vous avez fait 80% du travail avec 10% seulement du bénéfice de votre travail. Donc, ne faites pas ce travail si vous ne pouvez pas réellement en profiter. Et je pense que ça semble être quelque chose d'être évident, mais c'est quelque chose qui se produit constamment. Et même moi, je dois faire attention. Et on n'a pas fait notre travail jusqu'à ce que nous posions la question. Et pourquoi est-ce que ces alarmes sonnent? Qu'est-ce qui nous empêche de stériliser notre équipement proprement? Qu'est-ce que nous faisons avec ces défis que nous avons dans notre système de transport? Est-ce qu'on peut utiliser les ressources disponibles? Est-ce que l'on peut faire en sorte que le leadership participe? Est-ce qu'on peut éliminer les surprises désagréables? Est-ce qu'on peut avoir un régulateur qui soit bon pour notre cylindre? Maintenant est le moment, avec COVID-19 qui est là. Si vous vous inquiétez du concentrateur d'oxygène, si vous parlez d'une possibilité d'augmentation de patients, vous faites en sorte qu'un technicien fasse un entretien de vos concentrateurs. Si vous ne connaissez pas de technicien, contactez-nous et peut-être que nous pourrons vous aider à vous mettre en rapport avec un technicien. Mais utilisez ce que vous trouvez, utilisez les chiffres que vous obtenez pour préparer un plan et de cette manière, vous allez pouvoir colmater ces brèches. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter ici alors que nous parlons d'avoir un plan de préparation? Je crois que un analyseur d'oxygène est quelque chose d'important. Je me demande si certains de nos bio-ingénieurs peuvent parler de choses qu'ils ont vues avec les analyseurs. Je sais qu'on peut attacher ça à un concentrateur, mais quel type de machine ou quel type d'outil est-ce que nous avons pour les cylindres et comment est-ce que ça fait partie du système pour mesurer la concentration d'oxygène qui est administrée aux patients? Oui, on peut utiliser le même type d'oxygène, l'analyseur d'oxygène pour les cylindres. C'est bon dans un système centralisé pour faire un suivi de la pureté de l'oxygène. Est-ce qu'il est habituel pour des centres ou des hôpitaux qui demandent du matériel d'oxygène? Est-ce que l'analyseur est inclus ou est-ce qu'il faut le commander séparément? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement disponible? Ça dépend des pays. Parfois, c'est difficile. Dans certains pays, ça peut être acheté en fait. Ça devrait être quelque chose qui soit inclus dans un budget. Oui, moi je voudrais rajouter que je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est véritablement un outil essentiel. C'est souvent oublié parce que c'est considéré comme étant un outil de maintenance et d'entretien plutôt que d'oxygène. Mais de notre point de vue, comme organisation, lorsque l'on amène le programme d'oxygène avec des cylindres, etc., on amène les analyseurs comme des machines portables à main. Elles sont un peu chères, je le concède,
mais on peut en acheter d'autres. Mais ça doit être considéré comme critique pour que le personnel soignant puisse l'utiliser parce qu'il pourrait découvrir avant le technicien de réparation de l'hôpital, avant qu'il fasse sa ronde pour pouvoir voir la fonctionnalité de l'équipement. Le personnel soignant pourrait le faire. Et comme on a dit tout à l'heure, je sais que ces concentrateurs ont été là pendant que le patient est en train d'avoir une condition en déclin, souffre de plus en plus, et quelqu'un finit par dire, bon, et pourquoi est-ce qu'on essaie de pas voir un cylindre ici? Et immédiatement, le patient se réveille, littéralement. Il ouvre les yeux, il se réveille parce qu'il était hypoxémique avant de tomber dans l'inconscience parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'analyseur pour pouvoir découvrir cela. Il est donc important de leur donner, et on le fait pour pouvoir vérifier les cylindres, pour qu'ils sachent que ce qu'ils obtiennent de la machine d'oxygène est exactement ce que la mesure d'oxygène leur dit. Mais le message maintenant pour les leaders des hôpitaux et les directions et le personnel soignant doit se défendre. Ceci est un instrument, un outil essentiel. Ça peut être partagé entre les différents hôpitaux et les différentes sections dans l'hôpital, mais vous devez l'avoir. Si vous le voulez bien, j'ai 2 commentaires sur ce sujet. Et Jim, je crois que ça a été bien compris. Tout d'abord, je crois qu'il serait juste de dire que c'est considéré davantage comme un outil pour les techniciens que d'un personnel soignant comme anesthésiologue. Quand on mesure la concentration d'oxygène qui est donnée à nos patients, nous avons souvent cet analyseur sur nos machines. Voilà donc une source que l'on peut avoir dans certaines de ces institutions. Je vais m'en remettre au Dr. Kine Jean-Claude. Je crois que le Dr. Daté est également là pour voir si c'est possible pour ces analyseurs d'être utilisés et dans d'autres contextes cliniques. Je voudrais aussi dire que lors de notre dernière séance, on a parlé de la plateforme du matériel médical qui soit disponible en Afrique. Je pense que vous allez trouver sur ce site des analyseurs. Sinon, je pense que ce serait bon de pouvoir développer ceci en Afrique plutôt que de dépendre sur des analyseurs d'oxygène qui soient fabriqués ailleurs. Il y a eu des tas d'initiatives, d'innovation et des têtes qui ont travaillé là-dessus en Afrique pour des pays également à revenus médiocres ou moindres. J'aimerais que ce soit étudié. C'est peut-être que le docteur Keno se prêtera à faire cela. Je suis heureuse que vous trouvez que ces ressources puissent être disponibles parce que nous savons que les chaînes d'approvisionnement peuvent être compliquées. Alors que nous avançons, et j'ai 2, 3 commentaires pour terminer cette présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, avec plaisir. Alors, encore une fois, identifiez les 3 ressources principales qui limitent le nombre de patients que vous pouvez soigner. C'est plus que simplement le volume d'oxygène disponible. Vérifiez vos systèmes pour la sécurité, identifiez les personnes responsables pour le contrôle, décidez qui doit savoir ce qui est nécessaire à savoir, et ensuite, ayez un plan pour adapter sur ce que vous découvrez. Ça peut être très important pour la sécurité de vos patients et pour sauver des vies. C'est donc essentiel. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de chat qui aurait des questions ou des commentaires à partager? Oui, je vois des questions sur un modèle
disponibles pour télécharger. Oui, il y a des lignes orientatrices qui sont disponibles. Vous pouvez télécharger cela sur notre site web, c'est disponible. Victoria, est-ce que tu peux répéter le site web? Je pense que c'est dans l'information. Pour s'inscrire pour la classe, essayons d'insister un peu plus là-dessus pour que les gens puissent trouver ces outils. Oui, bien sûr, on peut partager ce lien dans le chat box. Anna vient d'écrire presque tout ce que nous avons présenté au cours de ces dernières 6 semaines. Et nous aurons les choses sur notre site web assisteatinternational.org/COVID-19, je crois. Et nous enverrons des courriels de suivi comme nous faisons toutes les semaines avec toutes ces ressources et les liens pour les différents, pas seulement notre site, mais les différentes ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires de clôture? Je sais que nous avons dépassé de 5 minutes le temps qui nous était octroyé, mais ça, c'est parce que nous avons demandé la participation des personnes présentes. Est-ce qu'il y a des commentaires finaux de nos présentateurs? Monica, je voudrais amener une réflexion ici avec certains aspects techniques des concentrateurs d'oxygène et d'administration d'oxygène, en particulier avec l'entretien et le test de la pureté. J'ai vu des commentaires dans la salle de chat sur le manque de techniciens dans certains hôpitaux. Et il n'y a pas de grand-chose qu'on peut faire pour aider là, mais s'ils souhaitent nous contacter, avec plaisir, nous les mettrons en rapport avec des partenaires que nous avons dans les régions pour voir s'il y a un technicien biomédical qui puisse les aider. Nous avons des partenaires au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie, des partenaires avec lesquels nous avons travaillé au Rwanda et des sociétés professionnelles de médecins, pas seulement dans les pays, mais aussi au niveau régional. Et il y a la Fédération internationale IMB pour les ingénieurs biomédicaux. Ils ont des partenaires en Afrique également. Et si les hôpitaux ont besoin d'accès aux techniciens et si vous voulez obtenir cette information, nous sommes heureux de vous fournir cette information pour voir s'il y a un service technique auquel vous pouvez avoir accès. Excellente suggestion, Benjamin. Je crois que c'est très important. J'avais également remarqué dans le chat box que quelqu'un avait mentionné qu'un rafraîchissement pour le système de sécurité est important. Je vous renvoie au site web international parce que Assist International, l'équipe HTM, l'équipe de gestion technologique de l'administration de soins, a parlé de préparer beaucoup d'outils pour vous aider, avec également des informations plus techniques même que les informations qui ont été présentées la semaine passée. Je pense qu'il faut souligner cela parce que c'est quelque chose qui a le mérite d'être souligné. Très bien. En sachant que notre temps est précieux, est-ce qu'on peut voir la dernière diapositive? Je voudrais remercier tout le monde. Merci à nos présentateurs, Eugène, Victoria, Benjamin, Victoria qui ont dû venir. Ça a été superbe pour terminer avec nos sessions de thérapie d'oxygène pour l'instant, même si nous travaillons sur de nouvelles séries. Restez branchés pour de nouvelles séries que nous avons en préparation pour pouvoir vous présenter
incessamment. Nous avons également un groupe WhatsApp chat qui permet que ces conversations continuent. Ask questions. Our teams will be happy to answer them. And again, a follow-up email will come out in the next few days with all of these recordings in the various Tous languages. ces enregistrements seront disponibles avec l'Amérique et notre présentation avec le matériel présenté, les choses qui viendront après seront disponibles sur notre site web. Encore merci à tout le monde et on va laisser ceci ouvert pour une autre minute pour que tout le monde puisse prendre une photo du code QR. Si vous avez un problème, envoyez-nous un email à assistecointernational.org et on vous aidera avec cela. Encore merci et je vous souhaite une bonne journée, un bel après-midi ou une belle soirée. Merci. Et si vous téléchargez les outils, nous aimerions que vous nous fassiez savoir ce que vous en pensez. Envoyez-nous un courriel avec des questions, s'il vous plaît, ou suggestions, quelles qu'elles puissent être.